Alors, l'exercice A, on va s'intéresser à une situation assez générale, grand f de x moins grand f de y sur x moins y, où grand f est n'importe quelle fonction de classe C2 sur R. Alors, domaine de définition et prolongement par continuité. Je vous laisse faire ça. Le domaine, normalement, pas de souci. Eh bien, c'est l'ensemble des xy tels que x moins y différents de 0. C'est pas demandé, mais c'est bien un ouvert de R2. Hein. Pas de problème. Et puis, petite remarque, en fait, on peut l'écrire un peu différemment. C'est l'ensemble des points qui ne sont pas de la forme petit a petit a. Ça va nous être utile pour la suite. Alors, cette histoire, bien sûr, f est continue sur son domaine de définition comme quotient, avec le dénominateur qui ne s'annule pas. Qu'est-ce qui se passe si on veut prolonger par continuité en un point en dehors du domaine, donc c'est les points petit a, eh bien on va bien entendu regarder la limite quand x, y tend vers petit a. Alors en fait, ça va nous permettre cet exercice de réviser quelques théorèmes de sup. Qu'est-ce que ça a donné ? En point petit a, la meilleure idée c'est d'utiliser l'égalité des accroissements finis. En effet, ça fait penser à un f de x moins f de y sur x moins y à l'égalité des accroissements finis. Je sais que ce quotient vaut f' pris en un certain c, alors qui dépend du x et y, c de x, y, et je sais que c, il est compris entre x et y. La petite double flèche signifie qu'on ne sait pas qui est plus grand entre x et y, hein, vous avez déjà vu ça. Bon, alors l'égalité des accroissements finis, hein, si je veux être tout à fait précis est valable avec f qui est C1 sur le segment comme elle est C1 sur le segment, elle est C1 sur le segment et dérivable sur l'ouvert. Donc bien sûr, ça marche. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Bien, quand x et y vont tendre tous les deux vers petit a, cxy, comme il est compris entre les deux, il n'a pas d'autre choix que de tendre aussi vers petit a, et par continuité de f', vous allez voir que ce quotient tend vers grand f' de A. Ce sont des A, ce ne sont pas des zéros. Okay. Voilà, donc on peut conclure que f se prolonge par continuité en tout point petit a en posant f de petit a égale f' de A. Montrons que ainsi prolongé, f est de classe C1. Vous savez ce que c'est qu'une fonction de classe C1. Il faut d'abord commencer par calculer les dérivées partielles et montrer qu'elles sont continues. Je vous laisse faire ça. Alors, d'abord, le calcul des dérivées partielles, en tout point, alors ce que j'appelais df, c'est le premier df, c'est-à-dire c'est RK, R2 privé de petit a, même si, après la question précédente, maintenant df c'est R2. Donc là, il faudrait plutôt te mettre f admet en tout point de R2 privé de petit a des dérivées partielles, bien sûr, on est dans un cas où il n'y a pas de problème, on en a déjà beaucoup parlé, et vous calculez comme un quotient, U sur V, donc la dérivée par rapport à X, pas de souci. Et la question que vous devez vous poser maintenant, c'est, il y en a deux, est-ce qu'il y a une dérivée partielle au point à problème, petit a? Pour ça, je regarde la limite du taux d'accroissement. F de A plus T A moins F de AA sur T, puisque c'est que la composante sur X qui bouge. Alors là, c'est intéressant, ce delta T, si je développe un petit peu, je remplace F de A plus T A, c'est la définition de grand F, de petit f avec grand F de x moins grand F de y sur x moins y. Et par contre, ce point-là, comme c'est de la forme x égale y, il a été rajouté à part. Si je mets sur le même quotient, ça me fait penser à quelque chose, à la formule de Taylor-Young. En effet, f étant C2, la formule de Taylor-Young me donne que f de A plus T, c'est f de A plus tf' de A plus t carré sur 2f seconde de A plus taux de T2. Je remplace et pas de souci. Delta t va tendre vers 1/2 de f seconde de A. Donc je peux en déduire que df sur dx pris en AA existe et vaut 1/2 de f seconde de A. Alors on aurait exactement le même calcul avec les dérivées par rapport à y, puisque f est symétrique par rapport à y. La question c'est, est-ce que c'est terminé ? Alors, bien sûr, vous devez répondre non, parce qu'il faut... Là, on a que les dérivées partielles existent, mais la question c'est, est-ce qu'elles sont continues ? Donc comment vous avez fait ça ? Donc il faut encore vérifier que l'application df sur dx est continue. Alors décontinue sur R2, c'est-à-dire continue en particulier en un point AA, c'est celui qui pose problème. Pour x différent de y, j'ai l'expression, j'ai reprise, mais j'ai un tout petit peu transformé, pour faire apparaître, en fait, c'est le même argument que pour la définition des dérivées partielles en AA, ça va être une histoire de formule de Taylor-Young. Cette fois-ci, je vais l'écrire entre x et y.
Donc f de y, c'est f de x plus y moins x f' de x plus y moins x2 sur 2f seconde de x plus petit o de y moins x carré. Ce petit o de y moins x carré, donc il est négligeable devant y moins x au carré quand y moins x tend vers 0. Quand je le remplace, donc petit o de 1, c'est quand y moins x tend vers 0. Si vous préférez, vous pouvez l'écrire comme epsilon de y moins x quand y moins x tend vers 0. Parce qu'en effet, moi ce qui m'intéresse, c'est quand xy tend vers petit a, eh bien ce y moins x tend vers 0, donc ce petit o de 1 tend vers 0 aussi. Et finalement, bien entendu, f seconde de x tend vers f seconde de a carré fait c2. Donc finalement, j'ai bien que df sur dx tend vers f seconde de a sur 2, qui est la valeur de df sur dx en petit a. J'en conclus donc que l'application df sur dx existe et continue sur R2. Exactement pareil pour df sur dy, on ne fait surtout pas les calculs parce que ce sont les mêmes. F est symétrique en x et y. J'en déduis donc que f est C1 sur R2.